Les gens ont envie de mer et de soleil. Faut qu'on parte d'ici. Oh merde! Regarde, ça brûle. Partir en vacances en temps de guerre, c'est possible? En Europe de l'Est, les congés représentent bien plus qu'une simple pause. Quand j'étais enfant, les vacances d'été semblaient durer une éternité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous les évoquent avec nostalgie. À l'époque, avec mes parents, j'allais quasiment tous les ans à Sotchi, au bord de la mer Noire. Pour beaucoup de Russes, c'est la destination de vacances par excellence. Des plages bondées, des parcs d'attractions, de nouveaux amis, ce sont mes plus beaux souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, les lieux de vacances sur le sol russe ont bien changé. Ils sont régulièrement la cible d'attaques. Je m'appelle Masha Borzunova, agente de l'étranger selon les autorités russes et votre guide personnel dans le petit monde de la propagande. Cet été, celle-ci vous promet des plages bondées, de nouveaux hôtels et une bonne dose de détente. Apparemment, on aura bientôt des bananes russes au bord de la mer Noire. À Sotchi, la récolte des premières bananes cultivées sur le sol russe est imminente. On a planté le 9 mai 2025. Le jour de la victoire. Le grand jour de la victoire. Sotchi reste la première station balnéaire de Russie. C'est un peu leur Côte d'Azur. Des plages, des palmiers et des promenades sans quitter le pays. Voyons comment la ville a changé environ un an après l'attaque contre l'Ukraine et ce que les gens pensaient de la guerre en 2023. Aujourd'hui, il est impossible d'envoyer une équipe sur place. Mais au cours de la deuxième année de la guerre en Ukraine, notre reporter, qui a depuis réussi à quitter le territoire, a observé les Russes en vacances là-bas. Bonjour, nous sommes à Sotchi. Je vais malheureusement réaliser ce reportage anonymement. Dans le meilleur des cas, toute collaboration avec un média étranger peut vous coûter en Russie d'être désigné comme agent de l'étranger. Nous avons voulu nous entretenir avec des Russes qui viennent en vacances ici pour savoir comment ça se passe, alors qu'un peu plus loin, sur le littoral voisin, c'est la guerre. Comment ça va? Les vacances se passent bien? Super bien, la classe. Tout est nickel. Tout va bien, très bien. Tout est parfait. L'Italie et la France ne vous manquent pas? Ça va, ça va. D'accord. Il y a du monde. Pourquoi? Où voulez-vous qu'ils aillent? Toutes les portes sont fermées. Faut qu'on développe le tourisme ici. Personnellement, les rubans de la Saint-Georges dans toute la ville et les points de recrutement militaire ne correspondent pas à la notion de vacances. Mais en même temps, on a l'impression que les gens sont dans les starting blocks. S'il le faut, si la patrie m'appelle, je quitte la plage et j'y vais. Au pas qu'à danser.
Pour les gardes frontières, c'est un jour de célébration. Nous sommes gardes-frontières et rien n'a été organisé. Écoute mon pote, ça te fait peut-être de la peine, mais c'est pas le moment de célébrer quelque chose. Il y a 4 ans, j'ai un copain qui s'occupait de ça, mais la situation n'est plus la même. Dès le premier jour, je suis tombé sur le festival de la ville. Pendant le festival, nos combattants sont toujours présents à nos côtés. Et les enfants peuvent compter sur un programme bien rempli pour occuper leur journée. Bonjour. Alors, ce concert? Nul. J'ai compris qu'avec ces deux-là, j'avais tiré le bon numéro. Alexandre Petrovitch. Valentin Ivanovitch. Je suis producteur. Je suis dans le showbiz depuis 46 ans. Dans le show business? Oui, je suis connu à Sochi. Je suis ethnographe, chercheur régionaliste. Et architecte. Beaucoup disent que c'est la guerre, que nos jeunes se font tuer. Mais que les gens s'amusent, s'éclatent comme on dit, et qu'ils s'en foutent. Excusez-moi, mais la vie continue. Les gens ne chantaient-ils pas pendant la Seconde Guerre mondiale? Ils se retrouvaient pas dans leur cuisine pour se saouler? Vous êtes d'où? De Moscou. Vous vous appelez comment? Olga. Enchanté, Olga. Ça vous plaît, Sochi? Je me sens comme chez moi. C'est trop cool, on s'éclate. Il y a la mer, les montagnes, la nature. C'est le top. Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle chante super bien. Elle a interprété une chanson de Svetlana Loboda, qui, comme chacun sait, est originaire d'Ukraine. Elle est intéressante, cette chanson. C'est un classique. Tout le monde adore. C'est vrai, mais le contexte a changé. Et ici, on se rend compte de quelque chose ou pas? Ou rien n'a changé? Pour moi, c'est comme avant. Donc rien n'a changé. Les gens s'en fichent. Ils s'en fichent? Oui, enfin, style, j'étais au front, allons faire la fête. Globalement, quelle est l'ambiance à Sochi? Super. Les gens sont heureux, vous comprenez? À cause de la guerre, c'est pas terrible. Vous êtes inquiète? Bien sûr. Mais on va gagner. Je suis née à Kiev. Et là, j'ai compris qu'en fait, ils ne s'en fichaient pas. Et que les gens dissimulent leur angoisse derrière une apparence de bonheur ineffable, presque artificielle, et un brouillard d'alcool.
En cet été 2026, la situation s'est nettement aggravée partout. Oh merde! Regarde, ça brûle. C'est un cauchemar. En mai, l'Ukraine a mené plusieurs attaques contre une raffinerie de pétrole de la ville de Tuapse afin de perturber l'approvisionnement en carburant de l'armée russe. Des incendies qui ont duré plusieurs jours ont pollué la région côtière. Un tronçon d'1 kilomètre de long a été touché par une fuite de pétrole. La propagande a immédiatement tiré avantage de ces frappes. Il s'agit déjà de la troisième attaque contre Tuapse depuis la mi-avril. Lors de l'offensive précédente, un tir visant la raffinerie avait entraîné une fuite de pétrole en mer Noire. Selon le Kremlin, ce carburant était destiné à l'exportation. Le régime de Kiev provoque ainsi délibérément des perturbations sur les marchés mondiaux de l'énergie. Très vite, on a établi des parallèles avec la Seconde Guerre mondiale. Tuapse, une ville à la gloire militaire. Aujourd'hui, elle est à nouveau sous le feu ennemi, mais son littoral tient bon. Nous la soutenons. Mais ce n'est pas tout. Selon la propagande, ce sont désormais les citoyens qui doivent prendre en charge les réparations, car les autorités n'ont pas les moyens de le faire. La société et l'État doivent actuellement faire face à de nombreux défis, pour lesquels aucun financement n'a été prévu dans le budget. L'État ne peut pas débloquer ces fonds, même s'ils sont nécessaires de toute urgence. La guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine commence désormais à se faire sentir également sur son propre territoire. Ce qui semblait autrefois très lointain revient désormais peu à peu sur le sol russe comme un boomerang. Et qu'en disent les habitants de Tuapse? Quelles sont leurs réactions? D'après la propagande, personne ne se plaint. Tout le monde ferait preuve de compréhension. Les gens se préparent pour les vacances. Tout se déroule comme prévu. Les autorités l'ont promis, les vacances auront lieu. Pourtant, des traces d'hydrocarbures continuent d'apparaître sur la côte de la mer Noire. Les médias rapportent que le pétrole provenant de Tuapse aurait atteint la Crimée occupée. Et ce n'est pas le seul problème de la péninsule. La Crimée, base de la flotte russe de la mer Noire, est depuis longtemps la cible d'attaques ukrainiennes. Désormais, le corridor terrestre menant à la péninsule fait aussi partie des cibles. C'est pourquoi la Crimée connaît une pénurie d'essence. Merde, on a un problème. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Il n'y a plus de carburant en Crimée. Mais pourquoi on se retrouve dans cette situation? La vente a été rationnée et il y a des files d'attente devant les stations-service. Les ventes sont limitées à 20 litres par client et par jour. Un quota épuisé en quelques heures. Malgré le danger, en 2026, des centaines de milliers de personnes passeront leurs vacances sur la côte de la mer Noire, en Ukraine et en Russie. Pour Poutine, Sotchi sert souvent de cadre à des rencontres au sommet, comme avec le président turc Erdogan. La dernière fois, c'était en 2023. Les discussions y semblent moins formelles qu'au Kremlin, mais n'en restent pas moins importantes. Comment s'est passé le voyage? Le vol ne dure qu'1h15, c'est tout près. Venez donc passer vos vacances chez nous. C'est toujours nous qui venons chez vous. La Turquie figure depuis longtemps parmi les destinations de vacances préférées des Russes, car aucun visa n'est nécessaire. Le pays fait pourtant partie de l'OTAN. La proximité d'Erdogan avec Poutine suscite toutefois un malaise, parmi les expatriés russes en Turquie, mais aussi au sein d'une frange de la population turque. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, l'ambiance a bien changé dans les villes touristiques comme Antalya. J'ai passé des vacances ici quand j'étais enfant, il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, je suis de retour pour voir en quoi Antalya et la Turquie ont changé depuis le début de la guerre d'agression russe en Ukraine. Et mon voyage commence ici, au Kremlin.
Ou plutôt, au Kremlin Palace. Un hôtel aussi vieux que le régime de Poutine et sur lequel souffle un vent de Russie éternelle. Il a été construit au début du premier mandat de Vladimir Poutine. Et est devenu une référence pour mes compatriotes. Plusieurs dizaines de millions de Russes y auraient déjà passé leurs vacances. Et j'en fais partie. On commence la visite? Derrière moi se trouve le café Pouchkine, sur lequel on a érigé 4 cavaliers, comme au théâtre Bolchoï de Moscou, identique à l'original. Et voici un lieu intéressant, la seule place rouge au monde où l'on peut se promener à moitié nu sans se faire emprisonner. Vous savez pourquoi tant de Russes venaient ici avant? Parce que la Turquie n'était pas chère. C'était même l'un des rares endroits à l'étranger où une famille russe moyenne de province, comme la mienne, pouvait se permettre de passer des vacances. Mais aujourd'hui, un trajet en taxi de 5 km coûte 20 €. Même selon des standards européens, je trouve ça trop cher. Sauf que je vais tout faire à pied, de cette banlieue de Moscou au centre-ville d'Antalya. Regardez, c'est assez remarquable. La Turquie est aujourd'hui l'un des rares pays au monde où on peut voir flotter côte à côte des drapeaux russes et ukrainiens. La Turquie se fait passer pour un État démocratique et s'est positionnée de manière neutre entre la Russie et l'Ukraine. Au cours de mon séjour, j'ai rencontré plusieurs femmes russophones qui vivent à Antalya depuis plusieurs années. Certaines se sont mariées à des hommes turcs, ce qui est plutôt courant depuis les années 2000. Avant, les femmes originaires de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie étaient surnommées les Natacha, l'un des prénoms les plus courants chez nous. Les Natacha que j'ai rencontrées sont arrivées en Turquie avant le début de la guerre. D'ailleurs, c'est un mot qu'elles n'utilisent pas. Elles préfèrent toutes parler d'événements. Ici, tout le monde se sent bien. Et même depuis les événements, les Russes et les Ukrainiens continuent de cohabiter de manière pacifique et respectueuse. La communauté russe d'Antalya est très active, en particulier depuis 2 ou 3 ans. Il se passe beaucoup de choses dans le domaine des affaires, de la créativité. Il y a des festivals, des conférences, des expositions, des marchés de producteurs. Des rencontres pour les femmes. Oui, et même des enterrements de vie de jeunes filles. Au cours des 2 dernières années, est-ce qu'on vous a reproché d'être responsable de la hausse des prix parce que vous êtes russe? Oui, bien sûr. On dit que c'est à cause de nous et des gens comme nous que tout est devenu plus cher. Les Turcs prétendent que les prix ont augmenté à cause des nouveaux arrivants. Mais ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Ces derniers temps, plusieurs citoyens turcs se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leur loyer. Et ça n'a rien à voir avec la fraude. La situation est vraiment devenue très grave. J'ai découvert l'existence de Cengiz via les actualités. Il est le fondateur de la plateforme de solidarité pour les locataires d'Antalya, une organisation qui défend les droits des Turcs qui peinent à payer leur loyer. Nous sommes là pour défendre les droits des 23 millions de locataires de notre pays. Le système doit changer. En Turquie, les gens n'arrivent presque plus à nourrir leurs enfants et travaillent uniquement pour payer leur loyer. Il y a 2 ans, Cengiz et sa famille ont dû quitter leur appartement. La première année, notre loyer était tout à fait normal. Et un beau jour, le propriétaire nous a annoncé une augmentation de 25%. Je lui ai dit que si j'acceptais, je n'arriverais plus à nourrir ma famille. Mais il est resté sur sa position. Et moi, j'ai refusé de payer. En général, les Turcs se réjouissent quand de nouvelles personnes décident de vivre ici. En plus, depuis les événements, tout le monde a gagné beaucoup d'argent. Anna vit en Turquie depuis 17 ans. Elle y possède une agence immobilière et a voulu me faire visiter l'un des biens qu'elle cherche à vendre.
Cet appartement coûte 385 000 $. Acheter une maison de vacances à Antalya permettrait aussi aux Russes d'obtenir plus facilement un titre de séjour, voire la nationalité turque. Mais depuis un an, plusieurs expatriés russes vivant dans des appartements de location en Turquie se sont vus refuser le renouvellement de leur titre de séjour. Ils cherchent maintenant à déménager dans des pays où la législation en matière d'immigration est plus clémente. Une grande partie de la communauté russophone a quitté le pays, ce qui a entraîné une baisse de la demande dans le secteur de l'immobilier. Aujourd'hui, les prix sont de 20 à 30% inférieurs à la valeur du marché. C'est donc le bon moment pour investir. J'ai un message à transmettre aux citoyens russes. Surtout, ne venez en aucun cas à Antalya, même s'il y a une guerre dans votre pays et que vous risquez de mourir. Et vous savez pourquoi vous ne devez plus venir en Turquie ? Parce que ce pays s'est transformé en marécage et que notre économie est à bout de souffle. Il ne me reste plus qu'une question à poser à Cengiz. Où est passée cette amitié qui a longtemps lié les Russes et les Turcs ? C'est terminé. Et je vais te dire pourquoi. Quand l'économie est au plus bas, il ne peut plus y avoir d'amour ou d'amitié. La relation est détruite et tout s'écroule. Pour les Russes, le choix des destinations se réduit de plus en plus. Le durcissement des conditions d'obtention des visas ne facilite pas les choses. Mais de nouvelles options apparaissent, comme la Corée du Nord, qui fait l'objet d'une promotion active. C'est magnifique. Écoutez le bruit des vagues. Cette publicité ensoleillée a été réalisée par l'agence de voyage publique nord-coréenne pour attirer de jeunes vacanciers en provenance de Russie. En règle générale, les bikinis sont interdits en Corée du Nord car ils sont contraires aux normes socialistes. Exception faite pour les touristes russes. La plage est très propre, la mer est superbe et l'ambiance est géniale. Un paradis totalitaire et un très bon exemple de l'influence de la politique sur les voyages et les destinations de vacances. Durant l'été 2024, Vladimir Poutine a visité la Corée du Nord, une première en 24 ans. 장장 두세기의 풍문 속에서 불패의 생명력을 키워온 조로 친선을 가장 정의롭고 힘있는 모습으로 떠올린 역사적인 산공과 회담이 조선민주주의 인민공화국의 수도 평양에서 진행됐습니다. Une aubaine pour quelqu'un qui n'est plus le bienvenu nulle part. L'accueil qui lui était réservé était loin d'être modeste. Entourée de drapeaux russes et de portraits de Poutine, la foule n'a pas caché son enthousiasme. C'est lors de cette visite officielle qu'un partenariat stratégique a été signé entre Moscou et Pyongyang. Car Poutine a besoin d'armes et de soldats et ne veut plus avoir recours à une nouvelle mobilisation forcée en Russie. Quant à la Corée du Nord, elle est heureuse de pouvoir compter sur la protection du Kremlin en cas de guerre. Ensuite, les deux dictateurs ont passé la journée en mode meilleurs copains. Ils sont partis en voiture. On fait une petite promenade. Et on même nourrit des chevaux. Spring
Et comme nous le savons aujourd'hui, cette douce idylle entre dictateurs a conduit à la mobilisation de soldats nord-coréens pour la guerre de Poutine. Et ces soldats sont très dangereux. Des informations non confirmées font état d'une méthode d'entraînement de l'armée nord-coréenne consistant à déchiqueter un cochon vivant à main nue. Pour fortifier ces liens politiques fraîchement reconsolidés, n'importe quel citoyen russe a désormais la possibilité d'aller visiter le plus beau pays du monde et de voyager d'une dictature à une autre. En février 2024, la Corée du Nord a ouvert ses frontières exclusivement à la Russie. Les voyageurs pourront découvrir la capitale de ce pays voisin, mais aussi son histoire et ses magnifiques paysages. Depuis, la Corée du Nord est présentée aux Russes comme un véritable paradis touristique et les offres de loisirs semblent innombrables. On peut y passer des vacances à la plage, y faire des excursions historiques en été, des randonnées en montagne et profiter de stations de ski magnifiques et d'hôtels 5 étoiles. Plus de 50 nouveaux hôtels, des dizaines de magasins et une longue plage seront bientôt mis à disposition des Russes qui souhaitent passer leurs vacances en Corée du Nord. Le point culminant de ce domaine skiable se trouve à 1363 mètres d'altitude. Il y a ici 10 pistes de différents niveaux de difficulté, des remontées mécaniques ultramodernes, des restaurants, des hôtels tout confort et bien sûr un très haut niveau de service. Il ne pouvait en être autrement car la construction de la station a été supervisée par le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, en personne. Traditionnellement, les Nord-Coréens passent leurs vacances sur cette côte. Désormais, ils la partageront avec les touristes russes qui séjourneront dans de gigantesques complexes hôteliers bientôt construits dans les environs. Au programme, excursion en autocar. Les guides coréens aiment divertir les passagers en chantant. Il semblerait qu'une personne sur deux de ce pays soit dotée d'une voix en or. Vous apprendrez aussi à faire du kimchi. Bientôt, nos voyageurs sauront même préparer des mandu, les raviolis coréens. Outre leurs ailes sans limite, les Coréens sont aussi réputés pour leur intarissable soif de connaissances. Et vous visiterez des écoles. No, what's your name? My name is Sonia. My name is Taksurio. Hi. Jusqu'à présent, la Corée du Nord n'a ouvert ses frontières qu'aux touristes russes. Alors foncez! Des millions de découvertes vous y attendent. Ce que ce journaliste de la télévision d'État russe ne dit pas, c'est que les contacts avec la population ou les excursions en toute autonomie sont généralement limités. Les photos et les programmes sont contrôlés de près. C'est pourquoi certains parlent de tourisme de façade plutôt que d'une véritable ambiance de plage. La Corée du Nord ne s'est pas encore imposée en tant que destination touristique auprès des vacanciers russes. L'an dernier, seules 3 à 5 000 personnes s'y seraient rendues. Bien que les autorités aient investi environ 1,5 million d'euros dans la liaison directe entre Moscou et Pyongyang, la demande est restée bien en deçà des attentes.